Je suis DRH depuis plus de 27-28 ans, je compte 15 années. Je suis vacataire et enseignante aussi bien pour l'école de commerce du jeunesse que pour la chambre de commerce côté formation continue. Je suis salariée à temps partagé, c'est-à-dire que je travaille pour plusieurs entreprises à la fois et je suis également mon propre employeur parce que je suis consultante et indépendante. Voilà, donc j'interviens sur cet atelier qui s'appelle, voilà, dans le cadre du séminaire pour l'emploi, un CDD pour demain. Mon contrat de travail est donc un CDD. Est-ce une bonne idée pour démarrer ma carrière? Alors, si je vais compter du 2022, qui est d'accord avec cette question, qui pense qu'effectivement c'est une bonne idée pour démarrer sa carrière? Donc, si vous voulez bien simplement lever la main pour me dire oui, je suis d'accord, ça m'intéresse. Waouh! Allez, un peu plus haut, je vois bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Je recompte vite fait. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, vous êtes 23. Donc j'ai dit combien? 7. Vous retenez ça, on en reparlera tout à l'heure. Parce que je pense que je vais essayer de vous convaincre qu'effectivement, c'est une bonne idée. Et cette introduction fait que j'espère que nos échanges seront interactifs et que vous me questionnerez après la présentation que je vais vous faire pourquoi c'est une bonne idée. Alors, la présentation est très simple. Je vais vous simplement faire rapidement une présentation des différences entre les trois contrats les plus connus, les trois types de contrats les plus connus, avec quelques petites spécificités sur leurs conditions d'exécution. Je vais vous faire aussi quelques points de comparaison sur des sujets, des thèmes particuliers, la période d'essai pour ces contrats-là, comment ça se passe, les congés payés, les autres droits des salariés dans le cadre de ces contrats, les indemnités de fin de contrat. Je vais vous faire un petit focus sur c'est quoi le statut de cadre par rapport au statut d'ETAM. Alors ETAM étant employé technicien, je maîtrise, mais j'ai plutôt résumé sur cadre ou non cadre, c'est quoi la différence. Quelques chiffres récents pour vous parler effectivement des statistiques sur les contrats de travail depuis 2013. Et puis bon, quel choix? Là on verra effectivement finalement ce que vous avez vraiment le choix. J'espère pour vous. Le contexte fait que je ne suis pas certaine que vous ayez le choix là. Et puis voilà, un débat, enfin voilà, des questions-réponses avec grand plaisir. J'espère que vous connaissez quand même un petit peu les différences de ces trois contrats de travail que je vais vous expliquer. Simplement, la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'en droit du travail, en droit français en tout cas, un contrat de travail fait partie du droit privé. Donc voilà, on n'est pas dans le droit public, on est vraiment dans le droit privé. Pourquoi? Parce que c'est un document. Normalement, il y a un document à la source qui vous est remis, et c'est effectivement en fonction de ce document que derrière, s'il y a des litiges et des conflits, vous êtes géré sous le contexte du droit privé. Donc dans ce contrat, il y a forcément dans les documents, il y a forcément des éléments obligatoires. Alors je ne vais pas tous vous les citer, vous imaginez bien que l'horaire, le salaire, le lieu de travail, la caisse de retraite éventuellement, il y a un certain nombre de lieux de travail, enfin, il y a quand même pas mal d'éléments à mettre dans le contrat. L'objet n'est pas de le détailler ici, mais simplement de savoir qu'effectivement un certain nombre de données sont forcément obligatoires. Voilà, simplement un rappel, mais je pense que vous le savez, enfin en tout cas j'espère, peut-être un petit peu moins sur le CPT. Donc le contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée et les contrats de travail temporaire, et dans notre jargon on dit toujours le contrat d'intérim. Est-ce que beaucoup d'entre vous ont déjà eu l'occasion de travailler sous contrat temporaire? Oui, une personne. Les autres, est-ce que vous savez à peu près ce que c'est ou pas du tout? À peu près? Vous verrez, c'est un petit cousin germain. C'est un petit cousin germain du CDI. Parfait.
Pardon, excusez-moi, je pensais l'avoir mis en silencieux. C'est justement ce que je n'ai pas fait. Désolée. Je vais passer par l'intermédiaire entre les deux. Voilà, donc du coup je vais faire marche arrière parce que mon PowerPoint s'est défilé, le temps que... Alors, je reviens sur un texte de loi qui régit le contrat de travail, puisque, en tout cas sur le CDI, le 1221.1 est simplement la forme normale du contrat de travail, c'est-à-dire qu'en France, le contrat à durée indéterminée est vraiment le contrat qui est le contrat le plus normal et général dans le cadre des relations avec l'employeur. C'est après qu'on a effectivement créé les CDD et autres types de contrats, mais à l'origine, c'était effectivement le contrat à durée indéterminée. Il est indéterminé de façon très simple, tout le monde le comprend bien, parce qu'il n'y a pas de terme. Là oui, il est indéterminé, donc il n'y a pas de sortie. La seule sortie possible, c'est la retraite. Parfois, c'est des décès, mais ça, c'est autre chose. Ou alors, il y a d'autres systèmes de sortie qui sont des ruptures de contrat, mais l'origine, c'est un contrat à durée indéterminée, pas de terme précis. Pas de terme, mais la subtilité, c'est aussi et surtout un emploi stable. Seule sortie, aussi un licenciement. Ben oui, c'est subtil, c'est tout à fait logique. C'était l'emploi stable et la période la plus longue possible dans sa carrière. N'oubliez pas qu'à l'époque, on travaillait, on restait 40 ans dans la même boîte, 45 ans, on ne sortait pas comme ça. Ça n'existe pas. Il n'est pas forcément écrit. Des anciennes générations comme la mienne, on n'a pas forcément de contrat de travail. Et ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y a pas d'écrit, c'est forcément un CDI. Et ça, c'est important pour vous. En tout cas, pour la suite, vous verrez sur les autres types de contrats, parce que je reviens systématiquement sur cette notion d'écrit. Sans écrit, on est toujours en CDI. Si vous faites embaucher en CDD et qu'il n'y a pas d'écrit, au bout de 48 heures, vous êtes en CDI. Alors, ça pose quelques litiges avec les employeurs, mais à un moment donné, il faut aussi savoir appuyer en disant mais il est où mon document? Parce que je vous ai dit et j'ai introduit en disant que c'est un document de droit privé. Sans document, on a tous les droits. Donc le CDD, là aussi ça défile un petit peu vite. Le CDD, lui, il a pour objet, en tout cas, il n'est pas forcément sur un poste stable, ça c'est sûr, puisqu'il est sur un poste généralement de remplacement. Et il a une durée limitée dans le temps, avec des petites subtilités sur les durées. Parce que quand on est en CDD pour un accroissement temporaire d'activité, c'est pas tout à fait la même durée que quand on vient remplacer un collaborateur qui a eu un accident de travail ou qui a une maternité, c'est possible aussi, sur lequel on peut avoir une incertitude de délai. On sait quand ça commence sur une maladie, une absence, mais on ne sait pas forcément quand est-ce que ça s'arrête. Donc il y a des subtilités dans les motifs remplacement d'un collaborateur ou surcroît de travail, et à chaque fois il y a des possibilités d'allonger ou même de réduire le temps en fonction des termes qu'on inscrit sur le contrat. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le deuxième slide. Donc là, j'ai évoqué effectivement, enfin tout à l'heure, rapidement sur le CDI, je vous ai mis sur le slide les possibilités de rupture avec le licenciement, la démission du collaborateur ou la rupture amiable, qu'on appelle aujourd'hui la rupture conventionnelle. Sur le CDD, il y a aussi des possibilités d'anticiper la sortie. C'est-à-dire que si vous êtes en CDD et que vous avez une lettre d'embauche pour un CDI, la rupture est immédiate et là il n'y a aucune crainte pour vous, vous pouvez partir en quelques jours parce qu'il y a quand même un délai de préavis à respecter. L'employeur peut aussi bien sûr mettre en CDD, peut mettre un terme à votre contrat de travail pour faute grave, donc là c'est rupture immédiate, et vous avez bien entendu une possibilité de force majeure, ce qui existe rarement, mais j'essaie de vous chercher un cas de CDD, rupture force majeure. Là, c'en est une entreprise qui commence par faire des indemnités de chômage partiel et qui finit par fermer la boîte directement. Donc si vous étiez en CDD, malheureusement c'est très rare, mais ça existe aussi.
des vols, enfin, il existe des choses particulières, mais effectivement, il y a cette possibilité. Alors, toujours dans le cadre du CDD, je vous ai évoqué tout à l'heure quelques recours. Est-ce que ce sont toutes ces notions-là, vous les connaissiez déjà ou pas? Oui. Je pense que j'ai rien inventé, hein. De toute façon, c'est vraiment des choses simples. Les recours remplacement, donc effectivement, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, le remplacement d'un salarié, quel que soit le motif de l'absence de ce salarié, qu'il soit en maladie, qu'il soit en formation, qu'il soit en création de société, il peut s'absenter et vous pouvez être recruté pour le remplacer. Mais les successions sont interdites, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas, nous, employeurs, rédiger un contrat de travail CDD en disant je vous embauche du 1er au 30 du mois, vous allez remplacer la première semaine monsieur machin, la deuxième semaine madame Bidule parce qu'elle est partie en congé, et le troisième monsieur Durand parce que ça c'est interdit. C'est un CDD par absence, par collaborateur. Quand on voit effectivement, il fut un temps où on voyait des CDD pour l'été, on faisait 3 mois de CDD du 1er juin au 31 août, et on disait remplacement du personnel absent. C'est strictement interdit. C'est vraiment interdit. C'est détailler le poste, c'est détailler le salarié qui est absent, sa qualification et le délai que vous allez le remplacer. Donc ça, c'est une contrainte pour les employeurs, parce que pour remplacer 5 ou 6 personnes pendant l'été, il va être obligé de faire 5 ou 6 contrats et les déclarations qui vont avec. Ça, c'est une subtilité que tout le monde ne sait pas. Il y a effectivement donc les CDD pour accroissement temporaire d'activité. Les accroissements temporaires d'activité peuvent régler aussi la durée du CDD. Je vais vous donner un exemple. Récemment, je pense que c'est de 2008 ou 2009, l'État a permis de faire un accroissement temporaire d'activité uniquement pour les postes d'ingénieur du cadre d'une durée de 18 mois. Dans le contexte où c'était uniquement pour des activités exceptionnelles, et là c'est vraiment de date à date, ça ne pourra pas être renouvelé, mais c'est vraiment figé par les textes. Le remplacement, enfin l'accroissement temporaire d'activité peut être aussi lié à une commande exceptionnelle, peut être lié à la mise en place d'un outil, d'un logiciel, d'une technique, ça peut être aussi bien l'arrivée tout un process, donc ça permet d'embaucher des personnes et effectivement de pouvoir gérer en fonction du temps et de mettre les dates qui vont donc date de début, date de fin sur les contrats. Et enfin, on a l'emploi saisonnier sur lequel je ne m'attarderai pas, mais vous connaissez bien les problématiques de saisonnabilité quand on est sur les vendanges, sur les périodes hivernales pour le ski ou les saisons festives de l'été. On a pas mal de barman et autres en hôtellerie et en restauration. Le contrat de travail donc temporaire, donc le fameux contrat d'intérim est un contrat qui est en triangulaire, c'est-à-dire qu'il y a 2 documents. Il y a un document de convention de mission qui est signé entre l'entreprise et l'agence intérimaire, donc on appelle ça l'ETT, c'est l'entreprise de travail temporaire, et il y a le contrat de travail qui est signé entre l'ETT et le collaborateur. Ça c'est important parce que si l'un des deux n'est pas rédigé, il y a effectivement un souci. Et là aussi, si l'intérimaire n'a pas son contrat signé dans les 48 heures, ça engendre des problématiques et on pourrait considérer qu'il est salarié de l'ETT. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'effectivement c'était un cousin germain du CDD, et pour cause, parce que ces contrats-là, ils ont un motif, ils ont une durée dans le temps, donc ça revient au CDD, hein, sauf que là on passe avec un tiers en plus dans la gestion administrative, on va dire, du contrat. Donc la mission, la durée et le motif sont forcément indiqués dans le contrat de travail. Bien sûr, je ne vais pas marquer, mais vous l'imaginez bien, on marque aussi le tarif horaire, on marque l'horaire, etc. Tout est détaillé. On marque en plus tout ce qui peut être lié aux conditions de travail, ainsi que le détail de la rémunération. C'est important sur un contrat d'intérim, il y a énormément plus de détails que sur un contrat de travail CDI et CDD. On détaille tout, y compris le port obligatoire de chaussures de sécurité si nécessaire, y compris
Vraiment tous les détails qui sont importants, des fois vous avez des... Alors ce sont des formulaires qui sont informatisés, bien entendu, mais il y a pas mal de coches à regarder et à vérifier parce que les détails sont importants. La majoration des heures supplémentaires. Dans un contrat de travail, on va simplement stipuler, oui, vous avez droit à des heures supplémentaires qui seront majorées au tarif légal. Ça, c'est un CDD ou un CDI. Au niveau du contrat d'intérim, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que de telle heure à telle heure, vos heures seront majorées de 10%, au-delà, elles seront majorées de 25%, etc. Tout est détaillé. Les primes sont détaillés. Vraiment, il y a un détail important pour que vous ayez la notion complète du tarif horaire, tout compris. Le salaire brut, les primes, etc. etc. C'est clair, je ne vais pas trop vite. Des questions à ce niveau-là? Non? Alors, qu'est-ce que j'ai pas abordé? La rupture, bon, ben là aussi, c'est un peu le copier-coller des... Alors, c'est un peu le copier-coller du CDD, sauf que là, même si vous avez un CDI, vous ne pouvez pas le rompre du jour au lendemain, c'est un petit peu plus compliqué. Là, après, c'est une question de négociation. Parce que vous encourez des risques de dommages et intérêts versés à l'entreprise temporelle. Hein. Ça, c'est autre chose. Quand vous êtes titulaire du CDD et qu'effectivement vous avez une lettre d'embauche pour un CDI ou carrément un contrat de CDI, moyennant quelques jours de préavis, ça se passe très rapidement, là, il n'y a pas de dommages et intérêts. Au niveau de l'entreprise de travail temporaire, c'est toujours un peu plus compliqué. Parfois ça se négocie, parfois ça se négocie pas, et quand ça se négocie mal, ça finit malheureusement par des dommages et intérêts. Bon, j'ai rarement vu le cas, mais enfin ça existe. Un petit tableau de comparaison sur la durée des périodes d'essai. Quand je suis en CDI, alors je vous ai mis tous les statuts. Bon, normalement, vous êtes susceptible de viser que, j'allais dire, la dernière ligne. Ceci dit, vous pouvez très bien entrer, assimiler cadre et être concerné par la troisième âge de maîtrise. Donc, si votre CDI, au statut d'agent de maîtrise, la période d'essai de 3 mois et pour les cadres de 4 mois, bien entendu, de plus en plus, on renouvelle ces périodes d'essai et elles sont donc doublées. Ces périodes d'essai sont aussi, dans le cas des CDI, régies par une convention collective de l'employeur. Donc, elles peuvent être un petit peu en deçà de ce maximum. Elles sont ou l'équivalent ou en dessous. Et là, elles sont tellement différentes entre la métallurgie, enfin, la pharmacie, le papier carton, la presse, etc., que je ne pouvais pas vous les donner toutes. Il faut simplement retenir le maximum. Personne, aucun employeur ne pourra vous faire une période d'essai avec un renouvellement compris de plus de 8 mois. Et je n'ai pas indiqué la subtilité aussi de la réduction de la période d'essai dans le cadre où vous avez déjà eu un premier contrat, voire une période de stage. Si vous avez eu une période de stage qui rentre dans un cursus scolaire pédagogique, normalement, la période d'essai est diminuée du nombre de mois que vous avez eu un stage. Ça, c'est important que vous le sachiez aussi. Ça, c'est une petite subtilité, mais il faut le savoir. En CDD, tout se calcule en fonction de la durée du CDD. S'il est inférieur à 6 mois, on compte 1 jour par semaine jusqu'au maximum de 15 jours. S'il est supérieur à 6 mois, ce sera 1 mois d'essai. Et là, il n'y a pas de renouvelable ou pas, c'est 1 mois. L'intérim, ça s'exprime en nombre de jours. Pour une mission inférieure à 1 mois, 2 jours. Pour une mission entre 1 et 2, 3 jours. Pour une mission supérieure à 2 mois, 5 jours de période d'essai. C'est très vite fait. Hein. C'est très difficile pour l'employeur parfois de jauger la capacité A, même pour un contrat de plus de 2 mois en 5 jours de temps. C'est pas toujours évident en fonction de la période d'intégration qu'on y met, etc. Pouvoir juger de la capacité et en tout cas des compétences attendues par rapport au poste en 5 jours, je trouve ça un peu light. Ça, c'est comme ça, on n'y peut rien. Pas de questions, c'est clair toujours? Alors, là, après la période d'essai, on va aborder les droits à congés payés. En droit du travail, tout le monde sait, enfin je pense que vous savez qu'au fur et à mesure que l'on travaille, on acquiert des congés payés qui sont calculés ce qu'on appelle en ouvrables, c'est-à-dire que du lundi au samedi, ce sont des jours ouvrables, du lundi au vendredi, ce sont des jours ouvrés.
On parle donc de jours ouvrables parce que quand on est sur 5 semaines de vacances et qu'on compte 6 jours ouvrables dans une semaine, 6 x 5, 30, ça fait donc les 30 jours de vacances dont on parle. On parle de 5 semaines de congés payés. Donc tout salarié qui travaille au minimum un mois, généralement c'est même 24 jours, 24 jours, tous les 24 jours, on acquiert 2,5 jours de congés payés. Ça c'est le CDI. Et après en CDI, généralement on les consomme entre le 1er mai et le 1er juin de l'année suivante. En CDD et en contrat d'intérim, c'est totalement différent. L'acquisition est la même. La prise est impossible. Et le impossible, je le mets entre guillemets. Il est parfois possible en CDD et souvent impossible en intérim. Pourtant, retenez-le, c'est un droit acquis et utilisable. En CDD, vous avez tout à fait la possibilité d'aller voir le DRH ou l'employeur en disant « J'ai déjà travaillé un mois, j'ai besoin de 2 jours et demi, ou j'ai besoin d'un jour sur les 2,5 acquis. » Eh bien, c'est difficile de le refuser. La seule chose, c'est que tout à chacun ne va forcément pas venir le chercher et le consommer. Mais vous pouvez aussi avoir besoin de ce jour et avoir la possibilité de le demander. La plupart du temps, on paye ce qu'on appelle, nous, les 10% de prime. Ce n'est pas la prime de précarité, c'est bien les 10% d'indemnité compensatrice de congés payés. C'est-à-dire que si vous avez un contrat de 6 mois à 2 000 €, total brut, je parle bien en brut, 12 000 €. Vous avez droit à 10% de ces 12 000 € qui vous seront versés en fin de contrat au titre du droit à congé payé que vous n'avez pas utilisé. Est-ce que tout ça est clair pour vous? Vous voulez que je le répète? Vous avez votre salaire brut mensuel, 2 000 €. Vous avez signé un CDD de 6 mois. Vous avez gagné au bout de 6 mois 12 000 € brut, hein, je lis bien, je ne vais pas m'amuser à retranscrire en net, mais peu importe. Et le dernier mois de votre contrat de travail, vous allez avoir vos 2 000 € bruts, et avant d'avoir vos cotisations, il va y avoir une ligne, indemnité de congé payé, 1 200 €. Donc votre salaire du dernier mois sera au moins à 3 200 €. Après, effectivement, les cotisations vont faire que vous aurez un petit peu moins. Si vous avez consommé des congés entre-temps, parce que je vous ai dit tout à l'heure, vous aviez le droit effectivement de les consommer, vous pouvez très bien arriver à une fin de CDD en ayant consommé tous les congés, et là c'était exprimé en jours, ils ont été défalqués en jours. Si vous ne les avez pas consommés du tout, ils vous sont payés sous cette forme de 10% d'indemnité, et si vous en avez consommé un peu, ben, il restera le prorata à vous régler. C'est clair? Oui, c'est clair ou pas? Pour l'intérim, la plupart du temps, c'est totalement payé parce qu'en intérim, sur des contrats, sur des missions plus courtes, généralement, il n'y a pas de prise de congé payé. C'est vraiment exceptionnel, j'ai rarement rencontré le cas. Voilà, ça c'est pour les congés payés. Après, on a les autres droits. Il faut retenir que tout contrat, toute forme de contrat, donne les mêmes droits aux collaborateurs. Sur différents domaines, mais vous avez exactement les mêmes conditions de travail. Il faut qu'elles soient absolument identiques, sinon on est sur la discrimination. C'est-à-dire que quand l'entreprise est sur 35 heures, on ne peut pas faire un contrat d'intérim à 39 heures. On sera sur 37, 35, on le fera peut-être travailler 37 ou 39, mais derrière, il y aura comme les autres, ou du paiement d'heures supplémentaires, ou des RTT, etc. Les conditions de travail sont identiques pour tous les types de contrats et pour tous les collaborateurs. Donc ça, c'est valable aussi bien pour le travail de nuit que pour les repos, que pour les jours fériés. Si l'entreprise donne des ponts, alors effectivement, en fonction du travail, tout ça, il y a des calculs à faire, mais les jours où les sociétés sont fermées pour des ponts de jours fériés, le 8 mai, on a un jeudi cette année, le vendredi, la boîte est fermée. Qu'est-ce qui se passe? Le CDD, il ne va pas venir travailler tout seul, on va pas ouvrir la boîte que pour le contrat d'intérim, ou d'intérim ou en CDD. Donc, il a le droit effectivement d'avoir le pont. Après, on discute avec lui si on le défalque d'un jour de congé, si on le défalque d'un jour sans solde, mais on ne va pas venir le faire travailler. Il a le droit d'avoir le même jour de jour férié ou le même jour de pont. Il a le droit aux mêmes conditions de travail, et là, en qualité de travail, hygiène et sécurité.
c'est-à-dire que le port des équipements obligatoires, il est comme tout le monde. Il aura ses gants, ses chaussures de sécurité, sa blouse, son équipement, c'est obligatoire, il n'a absolument pas à faire de distinction. En termes de matériel, puisque là c'est plutôt pour vous, l'aménagement d'un poste de travail avec un ordinateur, enfin tout ce qui est nécessaire dans l'exercice de vos fonctions, c'est exactement pour tous les collaborateurs la même chose. Au niveau des équipements collectifs, transport, restaurant, cantine, les douches, les vestiaires, enfin, tout ce qui est CE, je ne l'ai pas marqué, hein, les bons de comité d'entreprise, etc., moyennant les conditions de fonctionnement du comité d'entreprise. Vous savez qu'on peut bénéficier de tarifs pour le cinéma, pour des voyages, pour... Alors après, il y a un règlement intérieur du CE qui dit, ok, un CDD, s'il est là pour plus de 3 mois, plus de 6 mois, il a le droit à tel ou tel avantage. Mais vous avez le droit d'accéder en tout cas à tous ces avantages-là, y compris le CE. Et en termes de rémunération, tout le monde le sait, on ne peut pas rémunérer quelqu'un en contrat d'intérim ou en contrat de CDD sur des rémunérations inférieures à celles que perçoit le collaborateur. Un stage, enfin, c'est un contrat un peu spécial, on a droit aussi au même équipement collectif, tout ce que vous avez dit. Oui. Le stage, alors, on va distinguer le stage de 3e qui n'a rien à voir pour les 10 jours de découverte. On va distinguer le stage dans le cadre de vos cursus, hein, qui soit de 2 mois, de 3 mois ou de 6 mois. C'est obligatoire, vous avez les mêmes droits. Là où je dis transport, c'est-à-dire que vous travaillez sur Val-Duc. Il y a des autobus qui partent de Dijon, voire même de Chalon. Vous avez le droit d'emprunter ces bus-là, c'est pas parce que vous êtes en stage ou en CDD en intérim, vous avez le droit de avoir ces bus. C'est différent de l'indemnité de transport. Je fais bien volontairement sur ce sujet la différence. Parce que dans le cadre de stage, et notamment des stages en contrat d'alternance, quand il y a aussi les contrats d'alternance, je fais aussi le parallèle avec ça, ce sont les différences entre les outils et les moyens et la rémunération. L'indemnité de transport, elle est régie par la convention collective, elle est régie par le droit du travail, et en fonction du statut, et en fonction du statut stagiaire, du contrat d'intérim, etc. Parfois on paye l'indemnité, parfois on ne la paye pas. Mais normalement, vous avez droit aux équipements. Parce que je pensais, par exemple, à Paris, les 50% du titre Alors, de transport, oui. C'est ce qui m'arrive en stage. Et j'ai essayé de le faire passer, ils ne me l'ont pas... Normalement, ça c'est obligatoire. Dès l'instant, voilà. Dès l'instant. Alors, ce serait valable aussi sur Dijon, dès l'instant. Mais sur Dijon, intramuros. Dès l'instant où vous fournissez le ticket de transport en justificatif, le service paye, le service en tout cas en charge du paiement, doit forcément vous rembourser. J'ai tout donné à la fin, j'ai jamais eu de nouvelles. Mais allez-y, hein, ça c'est un mois. Hein. C'est plus facile sur Paris parce qu'effectivement c'est 50% du tarif. C'est plus cher. Ben oui, c'est surtout en fonction des zones, c'est encore plus... Moi j'ai eu des difficultés avec notamment des contrats de pro parce que c'est vrai que c'est compliqué. Moi j'avais une entreprise, on était entre Genlis et puis Dole, et puis bon, ça fait des frais quand les étudiants font des contrats d'alternance entre Strasbourg, Dijon et que l'entreprise elle est dans le Jura. Enfin, à un moment donné, ça devient trop onéreux pour le collaborateur stagiaire ou contrat de pro ou pour l'entreprise. Après, nous, si on fait une exception, ça devient l'usage. C'est-à-dire que si on l'accepte pour un étudiant, après ça devient l'usage, et c'est pour ça qu'on est très rigoureux et qu'on a pris que la loi est strictement de la loi. Donc si la convention, si les accords de l'entreprise ou du groupe ont décidé qu'on ne payait pas, on ne paye pas. Mais par contre, si on est effectivement régi par l'obligation du ticket du transport, et là dès l'instant où il y a un ticket, que ce soit SNCF, bus ou autre, ou TER, on est obligé de le payer. Ça, alors là, c'est le minimum qu'on doit en tout cas régler. D'autres questions? Oui. Donc là, vous êtes en train de dire que ce soit un CDD ou un stage de 3 mois, 4 mois ou 2 mois, je peux quand même demander des indemnités de transport. Oui. Est-ce que l'employeur est obligé ou pas? L'employeur, lui, il a des obligations en termes de... Que dit sa convention collective? Que dit ses accords d'entreprise, ses accords de groupe ou d'entreprise quand on descend de groupe? Moi, je ne suis pas capable de répondre aux obligations aujourd'hui de chacun de vos employeurs.
On ne peut pas le savoir. Vous aussi, vous pouvez le savoir, des gens vous l'enseignant. Si vous êtes stagiaire dans une entreprise, elle est, je ne sais pas, dans quel secteur d'activité. Première démarche, vous tapez sur Internet convention collective, et puis vous allez farfouiller. Généralement, dans les conventions collectives, vous avez la façon dont sont gérés tous les stagiaires, les conditions même de prise en charge de maladies, etc. des stagiaires, parce que ça peut aussi vous arriver. La prise en charge, alors ce ne sera peut-être pas dans la convention par rapport au CE, mais vous aurez en tout cas dans la convention collective, sous condition qu'ils aient abordé et négocié ce genre de choses. Après, quand vous êtes dans l'entreprise, vous pouvez voir à l'affichage s'il y a des choses. Parfois, l'affichage, il y a aussi des informations. Vous avez des intranets dans les sociétés qui permettent effectivement aux collaborateurs d'aller voir et quand vous avez un programme d'intégration d'accueil, un règlement intérieur, vous avez des documents qui vous sont remis, essayez de récupérer quelques infos. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Et puis posez la question directement au service ressources humaines, au service paye. Oui, mais ils peuvent dire non alors que... Si vous disent non, vous allez forcément avoir des collègues que vous allez pouvoir titiller à un moment donné, savoir s'ils ont une indemnité de transport. Posez simplement la question comment sont gérées les indemnités de transport. Et vous verrez déjà les premières réponses qui vous viennent. Et du coup, pardon, je reviens à ça. Et si on l'a pas marqué, parce que nous, dans la convention de stage, on devait marquer, l'entreprise devait marquer combien ils nous versaient. Oui. Et s'ils n'ont pas mis le titre de transport, forcément, ça a été fait vite fait, dans des situations... Ça a déjà été négligé à ce niveau-là. Et du coup, c'est moi qui ai dû le remplir. D'accord. Et du coup, j'y ai pas pensé, mais je suis pas parisienne. Et c'est après que quand j'ai vu mes collègues, et même un CDD et tout, qui se faisaient rembourser leur titre de transport et pas moi... Alors, c'est pas parce que c'est pas écrit que vous n'y avez pas droit. Voilà, c'est pour ça que je voulais savoir si je peux toujours aller me plaindre pour essayer de... Il serait écrit que vous n'y avez pas droit, mais là, il n'est bien écrit. L'absence est favorable pour vous. Tant qu'il n'y a pas marqué n'aura pas le droit à l'indemnité de stage, vous avez toutes les conditions pour penser et en tout cas faire valoir des droits qui sont des droits. Donc, vous pouvez y aller. Autre question ? C'est sûr que là, les indemnités, elles sont de plus en plus onéreuses. Alors, quelque chose que vous avez certainement entendu parler, donc l'indemnité de fin de contrat ou l'indemnité de précarité. Je reviens sur mon exemple tout à l'heure des 10% de la rémunération au titre du congé payé. Tout contrat précaire donne une possibilité d'indemnité de fin de contrat ou dit de précarité également du montant de 10% de la rémunération brute obtenue. Et là, je vais vous refaire faire un tout petit calcul. Tout à l'heure, on a dit, je gagne 12 000, j'ai le droit à 10%, c'est-à-dire 1 200 au niveau des congés payés. Et donc là, je vous fais faire 12 000 plus 1 200 à 10%. Et c'est ça votre prime de fin de contrat. C'est les congés payés inclus et pas exclus. Donc ça vient majorer encore. Non mais c'est important, hein, puisque les employeurs exigent aussi un petit peu ça. Donc c'est mon salaire sur X mois, j'en prends 10%, c'est mes indemnités de congés payés. Mon salaire sur tant de mois plus mes congés payés, j'en reprends 10% et c'est ma prime de fin de contrat. Alors il y a des cas où elle n'est pas versée. Elle n'est pas versée si vous passez d'un CDD ou d'un contrat d'intérim directement au CDI, on ne la verse pas puisque vous avez eu à la clé une embauche. Parfois, elle n'est pas de 10%, elle est de 6%, parce que les conventions collectives ou les accords de groupe ont décidé qu'elle était inférieure à 10%, mais qu'entre le 6% et le 10%, ils vous donnaient des droits, notamment des droits à la formation continue. On le trouve de plus en plus rarement, très sincèrement, mais je pense que ça va finir par être négocié même en remontant à 10%, puisque la réforme de la formation professionnelle vient aussi modifier cette pratique-là. Donc on va dire à 80% des cas, c'est toujours 10%. Les congés payés sont cumulables. Oui, tout à fait. J'ai un jour de 5 ans sans congé, après 5 mois de congé. Oui. Si vous avez 5 mois de contrat et à 2,5 jours de congé par vous avez acquis pratiquement 12 jours quelque chose de congé payé. Vous pouvez les prendre en CDD ou vous pouvez vous les faire payer. Et la façon de les payer, c'est les 10% de la rémunération. C'est le choix.
C'est un choix et c'est en fonction de vos obligations, si vous avez besoin de congé et puis que ça vous arrange de prendre quelques jours, vous pouvez tout consommer, vous pouvez en consommer une partie. Quoi qu'il arrive, vous avez des droits à des congés payés et vous avez droit, si vous ne les avez pas utilisés, à une prime compensatrice. C'est bien prime compensatrice de congés payés. D'accord ? Alors en CDI, il n'y a pas de prime compensatrice parce qu'en CDI, c'est forcément les congés payés que vous allez consommer. On ne paye jamais les congés payés, enfin, on ne les paye pas en termes d'indemnité en CDI, c'est interdit par la loi. Le droit du travail met en place des possibilités de repos parce que quand on travaille, on a besoin de se reposer, ça c'était le droit du français. Donc vous avez des congés payés qu'il faut consommer dans une certaine période. D'ailleurs, il y en a même qui sont majorés en fonction des périodes qu'on impose aux collaborateurs. Vous pouvez avoir 2 jours de fractionnement en plus dans l'année, mais jamais. Et c'est interdit, et là on risquerait d'avoir des problèmes avec l'inspection du travail, si on s'amusait à payer les collaborateurs et à ne pas les laisser prendre leur congé payé. Et si les collaborateurs le veulent? C'est interdit. On va lui demander de les étaler. Ouais. Alors, ça aussi, il faut que vous le sachiez. Sur la catégorie 4, parce que c'est ce qui va vous arriver dans de nombreux métiers et exercices que j'ai eu l'occasion d'avoir. J'ai travaillé pour la presse, je suis arrivée au vie public en 2001-2002 et je me suis retrouvée avec des journalistes qui avaient 93 jours de congé non pris. Vous imaginez, 93 jours, ça fait 3 ans de retard. Qu'est-ce qu'on fait? Interdit de payer, 3 mois d'absence consécutifs, j'en parle même pas. Donc il a fallu les gérer dans le temps, les écrire. Donc, bien sûr qu'entre notre professionnalisme de cadre où on ne prend pas ses RTT, on ne prend pas ses congés, et qu'à la limite on ne fait pas attention, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on a mis des comptes épargne-temps. Alors ça, c'est pas l'objet de mon discours aujourd'hui, mais sachez qu'il vaut mieux placer vos congés sur un compte quand les entreprises vous donnent la possibilité d'avoir ce compte épargne-temps, parce que déjà, ça ne sera pas perdu et vous le récupérez dans le temps. Mais ne les abandonnez pas parce que c'est pas bien du jeu. Et si on va manger au mois de janvier, peut-être le mois de décembre, vous avez plus ou pas? Pardon, si vous avez? C'est quoi un congé au mois de janvier ou vous allez en août ou décembre? On va de plus ou... Non, ça y a. Non. Alors, si je reviens sur le fait que vous soyez en CDD ou en intérim. Votre rémunération de congé payé, elle n'est pas majorée en fonction du mois où vous partez. Il n'y a pas de, même en CDI d'ailleurs, hein. C'est 10% qui sont attribués. Quand vous êtes en CDI et que vous avez 30 jours de congé, vous avez aussi les 10% de votre masse salariale que vous avez gagnée sur 12 mois qui sont divisés par 30 jours et ça fait le tarif journalier d'un 30e. Vous me suivez? Donc de toute façon, quel que soit, il y a d'autres petites subtilités en CDI, mais je ne vais pas vous noyer avec ça parce que ce serait compliqué. Mais finalement, c'est toujours 10% pour 30 jours de congé quand on a travaillé 12 mois. D'accord? Oui, il y avait une question. Ma question, tu as proposé pour le temps du compris, c'est-à-dire voilà, oui. donc c'est la façon de les placer, voilà. C'est le seul recours, alors après il vous appartient de passer outre et de les perdre, hein, ça vous appartient, mais de toute façon ne gardez pas les compteurs, Alors pour les RTT, de toute façon, les textes sont simples, au 31 décembre, ils s'ajoutent à 0. Vous ne les avez pas pris, on s'en fout, c'est rarement reportable. Dans certaines entreprises, et notamment des groupes américains, ils sont très vigilants là-dessus, et ce qu'ils font, c'est que en France, généralement, on acquiert ses congés du 1er juin au 31 mai, ce qui fait que l'année suivante, on les consomme du 1er juin au 31 mai. Sauf qu'arrivé le 31 mai, il reste, pas 0, mais il reste 10 jours. Donc on a, dans nos procédures RH aujourd'hui, des formulaires que l'on fait remplir aux collaborateurs signés de la hiérarchie en disant « Ok, il vous reste 10 jours ». Sauf qu'on vous demande de les consommer au plus tard, entre le 1er juin, voire le 15 juillet. Après, ils sont définitivement perdus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les comptables, les experts comptables, tout ça, ce sont des provisions, c'est de l'argent. Vous imaginez une boîte de 100 personnes sur laquelle, au 31 mai, il reste 10 jours de congés payés pour 100 personnes. Si la boîte, elle ferme, c'est valorisé. Donc tout ça, effectivement, c'est aussi une façon de suivre le budget, y compris le budget
de masse salariale, voilà, on paye, etc. Donc c'est important, il y a la partie coût de l'entreprise et la partie de vos droits qu'il ne faut pas passer à côté. Là, je vais vous faire... Ah, je vais passer le cadre ou je ne vais pas parler du cadre? Oui, là, je vais commencer à entamer la petite distinction. Les distinctions entre cadre et assimilé cadre. Je ne reviens pas dessus, je pense que c'est clair pour vous. Je vais vous faire une petite aparté. On est un libellé d'emploi qui s'appelle employé, technicien, agent de maîtrise, peu importe. Quand on est le plus dans la grille la plus élevée de salaire, coefficient niveau échelon la plus élevée, donc on reste au statut d'assimilé cadre, à salaire égal avec un cadre, qui lui est à ce moment-là au minimum le plus petit de la grille de salaire puisqu'il démarre en tant que cadre, ce qui va peut-être être votre cas à un moment donné. Il faut que vous soyez très vigilant à une chose. On me propose un poste de cadre avec le minimum, ou on me propose un poste d'assimilé cadre au même salaire. Quel va être mon avantage? En tant que cadre, vous allez perdre un petit peu, c'est-à-dire que vous allez gagner à un salaire identique. En net, vous allez perdre à peu près en moyenne 10-30 euros par mois, c'est sûr. Pour un salaire équivalent, mais vous allez avoir des avantages que je vais vous décrire qui sont non négligeables. Parce que la marge de ces 25-30 euros n'est pas énorme, elle touche généralement la caisse de retraite, la caisse, enfin ce qu'on appelle l'APEC, etc. Mais il vaut mieux que vous ayez conscience de ce choix-là. Il me propose un poste assimilé cadre à 2000 euros, parce que c'est la plus haute qualification, c'est le plus haut degré dans la grille de rémunération. Ou il me propose un poste de cadre, premier palier et à 1000 euros. Je vous dis tout de suite, prenez tout de suite celui de 2000 euros, parce que vous rentrez dans une catégorie de rémunération et d'avantages sociaux qui sont non négligeables. Même si vous allez perdre au démarrage. Vous le perdez au démarrage, mais vous le gagnerez dans le temps. D'accord? Donc la différence surtout, c'est qu'effectivement, les assimilés cadres, eux, ils vont avoir un salaire, puis ils vont pouvoir avoir une majoration d'heures sup. Le cadre, lui, l'assimilé cadre, et il est au forfait, et ses heures, on s'en fout. Il est au minimum sur 218 heures à l'année, et que son salaire est forfaité. Bon, ça, tout le monde le sait, mais il y a peut-être d'autres avantages derrière qu'il faut aussi regarder. Alors, le salaire mensualisé, donc au niveau de la rémunération, je voulais déjà un petit peu balayer, sauf qu'à ça aussi se rajoute un petit package qui n'est pas là. Donc les petits ronds c'était les états, mais les carrés c'était les cadres, parce qu'effectivement un assimilé cadre, on ne va peut-être pas lui donner le même package en termes d'avantages en nature, voire peut-être même pour les commerciaux, des voitures, des véhicules de fonction, pour les cadres dirigeants, etc. Vous vous entendrez parler, mais je pense que vous l'avez déjà entendu parler, la rémunération globale, on parle de rémunération globale. Je ne sais pas si vous avez déjà abordé ces sujets-là. On parle généralement de rémunération annuelle pour le cadre. Quand on fait les entretiens, c'est rémunération globale. Voilà. Et on livre le package en disant avec les avantages mutuels, prévoyance, tout ce qui est avantages en nature, formation professionnelle, on aborde tout. Alors, voilà la petite distinction, et ça c'est un des éléments les plus importants qui explique que vous allez perdre pratiquement 30 €, parce que vous allez cotiser d'office à la caisse de cadre. La seule chose, c'est que je vais vous faire part d'une notion de plafond de sécurité sociale qui ne va certainement pas vous intéresser et qui ne vous parle certainement pas. Vous entendrez parler dans vos carrières de tranche A et de tranche B. Ce sont les plafonds de la sécurité sociale. Le plafond de la tranche A aujourd'hui est à 3 185 €. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir passé les 3 185 € de salaire mensuel pour cotiser à la tranche B. Et quand on démarre cadre à 2000 €, on est loin de la fin de la tranche A. Et je vous disais tout à l'heure que vous aviez quand même cotisé à la tranche B, les cadres. Le différentiel entre le 2000 € et le 3 185 est quand même ponctionné sur une cotisation intermédiaire, qu'on appelle garantie mutuelle de points, qui vous donneront droit à la retraite cadre. D'accord? Et c'est ça la différence essentiellement des 30 € avec la prévoyance et la mutuelle.
C'est clair parce que c'est très technique malgré tout, mais c'est important parce que les jeunes ne le savent pas. J'ai des enfants de vos âges qui signent des contrats maintenant de cadre, sur lesquels ils arrivent avec les contrats mutuels de prévoyance, de retraite, et ils disent mais c'est quoi, on ne sait pas, personne ne nous en a parlé. Donc il faut creuser, ayez vraiment cette curiosité de creuser. Essayez de vous renseigner, parce que je vous disais, la salaire égale, je sais que 30 € par mois sur 12 mois, ça fait quand même une somme, mais à salaire égal, derrière, vos avantages sont différents. Alors, ils seront différents aussi parce que en maladie, vous tombez malade, vous avez des garanties de couverture, c'est-à-dire que l'employeur va peut-être vous payer plus longtemps. Vous savez, quand on est malade, on est payé à 50% de son salaire par la Sécu, mais l'employeur fait, en fonction des conventions, des compléments, voire payer l'intégralité de son salaire, et quand on est cadre, il le couvre sur 80 jours, 180 jours, 360 jours, donc quand on a une couverture de salaire, même en étant malade toute l'année, et que derrière on a même une assurance qui s'appelle de la prévoyance qui vous paye aussi, c'est toujours plus avantageux dans ce statut-là. D'accord ? Bien entendu, les annuités de licenciement sont forcément plus avantageuses, ça c'est indéniable. Alors effectivement, ça dépend des conventions, donc je ne vous ai pas donné le détail des calculs. Vous avez un accompagnement par l'APEC. L'APEC, vous la connaissez, l'Agence pour l'emploi des cadres, c'est-à-dire que non seulement vous serez accompagné par Pôle emploi, mais vous avez aussi l'APEC derrière qui vient renforcer votre démarche de recherche d'emploi. Et puis maintenant, je vais vous donner quelques chiffres, puisque j'ai relevé ça dans le Figaro et dans la Tribune. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous voyez qu'en 2013, 86% des embauches en France sont faites sous forme de CDD. Que depuis, elles étaient à 72% de ces embauches dans les années 2000, 78% en 2009, et depuis 2012, elles sont au-dessus de 80%. Dans la Tribune, c'est écrit différemment, mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en France, en 2013, 9 embauches sur 10 sont en CDD. Alors, c'est vrai, c'est difficile, hein, le marché est quand même compliqué, l'embauche est quand même là. La quête du Graal, c'est toujours le CDI, c'est ce que j'ai compté tout à l'heure, 7 sur 23. Bien sûr que tout le monde, après tout votre parcours de stage, de recherche d'emploi, etc., votre quête, c'est vraiment de décrocher le CDI. J'espère que je vous ai convaincu qu'il faut que vous regardiez un petit peu votre copie et révisez un petit peu votre objectif, parce que je pense que demain, il ne faut pas passer à côté de la proposition d'un CDI. Battez-vous plus sur un statut que sur le contrat. Parce que votre contrat, s'il vous donne l'opportunité de rentrer dans la vie active, ce sera déjà ça sur le CV, plutôt que d'attendre le CDI qui risquerait de devenir trop long. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre écoute pour des questions. N'hésitez pas. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Oui, majoritairement oui. Qui est satisfait de cette intervention sur le contenu? Oui, honnêtement, j'ai même pas mon 50% là. Question? Oui. Allez, mademoiselle. Est-ce que on accepte un CDD dans l'espoir qu'il se transforme en CDI, ou est-ce que si on sait que c'est un CDD et c'est terminé, il y aura rien d'issue? Tout va dépendre du motif du CDD qu'on va vous proposer. Si on vous propose un motif de CDD parce que vous allez remplacer quelqu'un au congé mat, le CDI derrière il est déjà un petit peu compromis parce que personne ne sait si effectivement la personne que vous avez remplacée va revenir. Si c'est sur un accroissement temporaire d'activité, il y a généralement plus de chances parce que derrière, il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose qui est modifié dans l'organisation de l'entreprise, donc les chances sont un petit peu plus diverses. Ceci dit, que ce soit pour un remplacement ou que ce soit pour un surcroît, bien sûr que votre objectif est de les convaincre que vous êtes l'élément rare et que derrière, ils ont tout intérêt à vous donner CDI. Parce que vous pouvez intégrer en CDD un gros groupe, et que ce n'est pas forcément dans l'entreprise, l'établissement où vous venez de faire votre remplacement ou de surcroît, vous allez peut-être déjà vous faire connaître et eux, derrière, ont aussi peut-être un autre poste dans une autre filiale ailleurs. Donc oui, votre objectif est toujours d'avoir le CDI, ça c'est sûr.
Mais aujourd'hui, la moyenne, les CDI sont signés aussi, ça je ne l'ai pas mis dans les stats, mais on signe les CDI entre 30 et 33 ans. Après, il y a une succession de CDI. Oui. Ouais. Il faut vous accrocher. Mais ceci dit, ce sont plein d'expériences aussi. C'est très riche. Enfin, moi, je ne peux pas aller contre en disant c'est difficile d'accepter de faire plusieurs CDD. Mais quelle richesse vous en tirez aussi d'expériences différentes, d'intégrations différentes, de méthodologies différentes des entreprises à Mais je sais pertinemment. Mais là, j'insiste bien. Quel est l'intérêt pour vous d'attendre un CDI qui risque de venir dans 2 ans, dans 3 ans, et que pendant ce temps-là, vous allez vous essouffler à chercher, alors que vous pouvez peut-être avoir en succession d'autres CDD qui vous donneront d'autres opportunités. Ce ne sont que des conseils d'une senior, hein, très sincèrement, qui aussi a une famille de trois grands étudiants et qui ont fini, qui ont fini par signer le CDI parce qu'il fallait que ça vienne, mais c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué. Et que l'entreprise ayant cette possibilité de CDD va souvent sur le CDD, parce que là aussi je ne l'ai pas écrit, parce que c'est difficile de l'écrire, mais pour nous aussi, quand on nous demande un peu de faire attention à payer notre masse salariale, on préfère commencer par le CDD pour être sûr qu'on va faire avoir un CDI et finir par supprimer le poste parce qu'on n'a pas les moyens de le payer. Il y a aussi ça, il faut le savoir. C'est une prudence pour l'entreprise. C'est une soupape, mais c'est dommage que vous en fassiez des frais, ça c'est clair. C'est même pas normal. Il y a d'autres questions? Je voulais juste revenir sur un salaire égal, en fait, au niveau de la cotisation à la retraite. Oui. C'est-à-dire qu'à salaire égal, ça veut dire que par rapport à... Vous avez pris l'exemple de 2 000 €. Vous pouvez juste le reprendre? Oui, je vais vous expliquer. Je n'ai pas les taux de cotisation en tête, mais vous le trouverez sur Internet. Vous êtes à 2 000 €, on va dire cadre et assimilé cadre, d'accord? Vous savez qu'on cotise forcément à ce qu'on appelle la sécu, je le fais tout bêtement, hein. Forcément que les taux ici sont identiques. Maladie, en gros, quand on parle de cotisation sécu, maladie, c'est maladie, etc., allocation familiale, j'en passe des meilleurs. Après, il y a toutes les cotisations qui sont au titre de l'assurance chômage. Ça, les taux sont identiques également, d'accord? Là où ça devient plus compliqué, c'est ce qu'on appelle les caisses de retraite. Donc les cotisations qu'on a soit sur les tranches A ou les tranches B. Et là, on est uniquement sur les cotisations retraite. D'accord? Normalement, le plafond de la Sécu pour un cadre, alors je le fais ici volontairement. Dans mon cadre-là, il gagne 3 000, on va même faire plus, il va gagner 3 285 €. D'accord? Le plafond de la Sécu tranche A, il a 3 185. Il va cotiser, alors le taux je ne le sais plus, c'est peut-être 6%, je ne sais plus bien. Il va cotiser 6% à 3100, mince, je fais des bêtises là. Je suis vraiment trop vite. Donc je vais prendre 6% de 3185, d'accord, égal 10. Et il va donc avoir, je vais garder les mêmes taux pour ne pas compliquer la chose, hein. Il va avoir donc 6% qui vont être pris sur les 100 € de différence. Et il a bien cotisé tranche A et tranche B, d'accord? Il a donc sa caisse de retraite normale et sa caisse de retraite supplémentaire. Ok? Là, il est à 2000. Donc, vous voyez bien la différence déjà. Donc là, il va cotiser sur 6% de ces 2000. Mais il va y avoir ce qu'on appelle une cotisation GNP, dont je n'ai pas le pourcentage. Je ne connais pas, je ne connais pas par cœur. Il va avoir un taux fois un montant dont j'ignore aussi. Et ça va lui permettre de cotiser sur la caisse de retraite complémentaire. D'accord? Ça veut dire que c'est là où vous allez perdre à peu près, j'allais dire, entre 15 et 20 €, entre 15 et 20 € sur votre cotisation, et que là, à salaire égal, vous n'allez pas toucher, je n'ai pas 1 650 €, mais ici, vous allez en toucher 1620. Et le deuxième élément, est-ce que c'est clair? Parce que le syndicateur ne fait pas la tranche B. Là, il n'a pas atteint les 3185. D'accord? Par contre, le mois où il touche son 13e mois, on va situer au mois de décembre. En décembre, il a son 2 000 € de décembre, d'accord? Et puis il va toucher 2 000 € pour son 13e mois. Donc il va avoir les 4 000 €. Donc il va cotiser 3 185, et là il va cotiser la différence. D'accord? Il va se retrouver dans cette situation-là.
Là, lui, il restera toujours ici. Il ne cotisera jamais sur la pièce de cadre. D'accord? Et le deuxième élément qui fait aussi que ça prend un petit peu d'argent, c'est les mutuelles prévoyance qui ont des taux un petit peu plus forts. Je vais vous donner, au lieu de payer 25 € de cotisation mutuelle à titre salarié, parce que votre employeur paye aussi sa part, en tant que cadre, vous payez peut-être 30, mais vous aurez des garanties complètement différentes. Vous aurez un meilleur remboursement d'optique, de dents, etc. Et c'est là où on fait la différence. Et généralement, je vous le dis, hein, et ça c'est statistique, puisque je l'ai trouvé aussi, généralement ça fait sur un salaire de 2 000 €, ça fait une différence à peu près 30 €, au net. Mais je vous dis, hein, vous récupérez largement. Hein. 30 € net, ça fait presque une journée de maladie remboursée intégralement. Donc il n'y a pas photo. On a des difficultés à obtenir des CDI, parfois parce que les employeurs ne veulent pas payer les salariés en CDI, mais de toute façon ça revient au même, puisqu'en CDI il faudrait prendre quelqu'un aussi. Je ne comprends pas. Le besoin, il peut être identique. Le besoin, l'entreprise, elle a besoin d'embaucher. Ça, c'est clair. Elle a besoin, son collaborateur part en congé maternité, il ne peut pas se passer du collaborateur. Premièrement, aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est quand même de veiller, parce que vraiment, on a besoin de le remplacer. Parce que vous savez qu'on essaie de répartir les charges de travail au maximum, de façon à ce qu'on reste le plus rentable possible. Hein. Les coûts de productivité sont vraiment regardés et scrutés à la loupe, d'autant que l'ESS se charge aussi de faire de très bons contrôleurs de gestion, de très bons financiers. Donc il faut aussi voir le pendant. Donc on a quand même décidé de remplacer ce collaborateur pour X raisons. Qu'est-ce qu'on a comme choix? Forcément, si on va le remplacer, déjà on ne va pas faire un CDI. Ça c'est sûr, on va forcément faire un CDD. On ne va pas entrer un collaborateur en CDI si c'est pour remplacer quelqu'un. Par contre, on a l'ouverture d'une nouvelle activité, on a comment dire, l'arrivée d'un nouveau process ou d'un nouveau produit. Effectivement, on se pose la question de créer. Excusez-moi, j'ai une espèce d'étourdissement, je vais m'asseoir parce que je ne vais pas tenir le temps, mais je suis un peu fatiguée depuis ce matin. Je m'excuse. Donc, on va se poser la question, pourquoi je fais un CDD et pourquoi je fais un CDI? La prudence aujourd'hui de nos directions, et le message ne vient pas forcément des directions, elle vient vraiment des sièges, c'est d'abord, il y a des interdits d'embauche. Ah oui, j'ai oublié de vous en parler aussi. J'ai oublié de vous parler quelque chose d'important sur la notion que les gens oublient, c'est qu'à force de faire des PSE, vous savez, des plans sociaux à grande échelle, nous, employeurs, on a des interdictions d'embauche pendant les années qui suivent les plans sociaux. Et ça, les gens l'oublient, parce que forcément, quand c'est à votre niveau, vous n'êtes pas forcément concerné. Mais quand une entreprise sort de plans sociaux, on a l'interdiction pendant pratiquement 1 an suivant la sortie du dernier collaborateur d'embaucher. Une entreprise qui fait un plan social avec des départs qui sont échelonnés sur 5 ans. Ça veut dire que moi, DRH, je ne pourrais pas employer quelqu'un sur le même poste à échéance de 6 ans. Donc mon recours, il est CDD, déjà. Malgré que l'entreprise va bien, elle va bien, elle s'est redressée, on va dire, parce que si elle est passée sur un plan social, c'est qu'elle a eu des difficultés à un moment donné. Mais on rebondit parfois. Donc voilà, il y a déjà aussi ça. Mais essentiellement, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est une précaution qui est donnée par la direction et qui est donnée généralement par la direction financière de ne partir sur un CDI que quand on est sûr de pouvoir garder sur du long terme. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en introduction sur le CDI, c'est un emploi stable et sans terme. Mais pourquoi on ne serait pas sûr de... Parce qu'il se passe des tas de choses. Regardez en quelques années ce qui se passe au niveau de la crise économique aujourd'hui, les incertitudes de carnet de commandes. Moi je suis sur Dijon depuis 17 ans. En 17 ans, je ne compte pas le nombre de sociétés que j'ai vu fermer les portes, le nombre de restructurations que j'ai vécues moi-même dans les sociétés, on les a même pilotées. Donc on a une telle incertitude de l'entreprise. Avant on parlait de business plan à 5-7 ans, aujourd'hui on est incapable d'avoir un business plan, même à 1 an, 18 mois, c'est très compliqué, il se passe tellement de choses entre les fusions, les rachats, c'est un marché qui est en perpétuelle évolution. D'où l'incertitude de pouvoir... Enfin, on prend vraiment des précautions avant Parce qu'après, les indemnités de licenciement,
l'entreprise ne veut pas les payer, donc si c'était en CDD, ça pose moins de problème. Non, parce qu'une indemnité de licenciement sur un contrat d'1 an pour un CDI par rapport à une 10% de précarité de congé payé, il n'y a pas photo, c'est presque la même chose. Donc c'est pas sur cette échelle-là. C'est sur du plus long terme qu'effectivement il vérifie. La mouvance des activités des entreprises fait qu'on préfère garder une soupape d'1 an ou 2 avant de valider le CDI. C'est souvent, et je vais vous dire, je ne serais peut-être même pas étonnée que vous passiez même par un contrat d'alternance, un contrat pro, c'est possible aussi. Avant, effectivement, de signer votre CDI, je l'avais mis un petit peu à la fin en conclusion, vous avez là pour le moment des successions plutôt de stages, voire de CDD d'été, parce que vous arrivez à trouver. Après, généralement, en succession de stage, on a souvent un CDD. Mais ce CDD-là pourra peut-être être renouvelé. Et peut-être qu'il finira par un CDI, je vous le souhaite amplement, mais je pense qu'il faut aussi que vous soyez conscient que ce sera plus difficile à obtenir. Je pense qu'il faut que j'arrête parce que je me demande à quelle heure est le prochain... Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres questions, c'est bon ?